comment vous êtes devenu philosophe. Il y a une expérience de la suspension, je dirais, dans un langage de philosophe. À 6 ans, j'ai été arrêté pour des vols à main armée, des attaques de banque. Et j'ai été condamné à 8 ans de prison. Je n'ai fait que 5 ans. Et pendant ces 5 années, pour des raisons au départ, enfin multiples d'ailleurs, mais enfin quand même avant tout, si je puis dire, des raisons sanitaires ou thérapeutiques, je me suis voué vraiment au travail, au travail intellectuel. Parce que en prison, ou bien on est capable de faire quelque chose de son temps, ou bien on est détruit par le temps qui n'est plus du temps. Mes parents, mais aussi mon frère aîné, qui d'ailleurs a été bibliothécaire ensuite, m'ont vraiment donné le goût de la lecture. Ma mère en particulier, lisait beaucoup. Il lit toujours beaucoup d'ailleurs. Il faut aussi préciser que j'étais ami d'un philosophe qui était assez connu autrefois, qui s'appelle Gérard Granel, qui est décédé maintenant, qui était le patron du département de philosophie de l'université de Toulouse-Le Mirail, là où j'avais été arrêté, où j'habitais à cette époque-là. Et ce professeur de l'université de Toulouse, qui était un grand historien de la philosophie, un philosophe, qui a joué un rôle assez important, m'a dit, dès que j'ai été arrêté, m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, je t'aiderai. Et puis il a réussi à obtenir un droit de visite. Et assez rapidement, il m'a obtenu le droit de faire entrer des livres. Alors moi d'abord j'avais des livres chez moi parce que même si j'ai arrêté mes études très tôt, j'ai arrêté mes études en 68. À partir de 68, ma vie a changé, comme la vie de pas mal de gens d'ailleurs. Mais en même temps, j'avais vécu ces années d'avant 68 et d'après 68, dans une culture là aussi politique qui reposait sur l'idée, dans la génération qui était la mienne, que la politique ça passe par la pensée. Au début j'ai lu beaucoup de littérature, puis à un moment donné je me suis dit, parce que Granel me disait en plus, si tu peux te faire entrer des livres, tes livres en particulier, il y a aussi d'autres. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à étudier? Alors là j'ai dévoré des tas de livres. D'abord plutôt des livres de linguistique, d'anthropologie, de choses comme ça. Et assez vite, des livres qui parlaient de linguistique, Derrida. Parce que Derrida a quand même été connu comme un des grands commentateurs de Saussure dans la grammatologie. Et Lévi-Strauss et tout ça. J'abattais, je lisais des quantités astronomiques de livres, mais j'avais une technique de lecture. C'est-à-dire que je lisais un livre au moins 3 fois. Une première fois de manière cursive, et en entourant les mots importants, ou en les soulignant, mais pas plus. Une deuxième fois, en commentant, en relisant, je relisais, pas forcément tout, et je commentais. Et une troisième fois, je faisais une synthèse et une analyse du livre. Et j'ai là-haut dans mes archives des tas d'analyses de bouquins. Parce que voilà, j'avais besoin de lire comme ça pour soutenir mon attention. Vous avez évoqué Jacques Derrida, mais vos maîtres à penser sont aussi Simondon, Laurent Gourand, Martin Heidegger, tout au moins quand ils pensent la technique. Votre philosophie est d'ailleurs basée sur la technique et les nouvelles technologies numériques. Et en même temps, vous inspirez les acquis de la psychanalyse, celle de Freud et de Lacan. Vous parlez de pulsion, de surmoi, de sublimation dans vos livres. Donc, quel est le lien entre ces deux sources de pensée? Peut-être pas clairement, mais en tout cas, il me paraissait évident qu'avec Freud, il s'était passé quelque chose d'essentiel. Une découverte avait été faite, fondamentale.
ce qu'on appelle la découverte de l'inconscient. Bon, en prison, je me suis mis à relire Freud de la même manière que j'ai lu Hegel, etc. Je l'ai lu comme un philosophe, Freud. Ce n'est pas un philosophe, on va dire. C'est un médecin, voilà. Mais je l'ai lu comme un médecin qui spécule beaucoup, qui théorise beaucoup. La base de mon travail, c'est de poser le problème de la technique, mais de la technique en tant qu'elle est avant tout un support de mémoire. Derrida, par ailleurs, dans ce livre qui est de la grammatologie, parle d'André Leroi-Gourhan, et donc j'ai lu Leroi-Gourhan. Et puis, voilà, Leroi-Gourhan développait cette théorie de la technique qui posait que la technique est en fait avant tout un phénomène d'extériorisation de la mémoire, constitution d'une troisième mémoire. Ça m'a paru absolument essentiel, et ça m'a paru essentiel en particulier parce que parallèlement à ça, je lisais beaucoup Platon et Aristote. J'ai une passion d'ailleurs pour Aristote. Je pense que Aristote est le philosophe qui m'a le plus influencé en réalité. Enfin, disons, qui est le plus important dans mon parcours personnel. Qui m'a occupé chez Platon, c'était la question de la mémoire, et plus précisément de l'anamnèse. De l'anamnèse et de l'hypomnèse, c'est-à-dire des différentes formes de la mémoire, et en particulier de la mémoire hypomnésique telle que Derrida en parle dans son commentaire de Phèdre de Platon, dans la pharmacie de Platon. C'est ça qui a fait que je me suis mis à travailler sur la question de la technique, c'est en partant de la question de la mémoire. Au départ, ce qui m'intéresse, c'est la question de la mémoire. La technique ne m'intéresse pas en tant que telle, c'est venu parce qu'il m'est apparu évident avec Leroi-Gourhan, qu'on ne peut pas penser à la mémoire humaine, indépendamment de la technique. Évidemment, dans ce registre-là, j'ai rencontré premièrement la question du désir chez Aristote, puisque le premier à poser la question du désir, c'est Aristote. Chez Aristote, elle est centrale, elle est la base, et ce que diront d'ailleurs aussi bien Spinoza que Hegel, elle est la base même. C'est ça l'aristotélisme, c'est de penser le mouvement comme étant le mouvement des âmes, comme étant le mouvement du désir. Tout ça fait que j'ai lu Heidegger et qu'à travers Heidegger, j'ai fait, si je puis dire, l'expérience de la pensée de l'être pour la mort. La question de mort. Puisque finalement, dans Heidegger, le temps est pensé à partir de la mort, de l'être pour la mort. Et c'est ça qui est très important dans Sein und Sein, pour moi. Évidemment, là, Freud a pris une dimension absolument capitale parce que, eh bien, le fameux texte s'appelle Au-delà du principe de plaisir, repense toute l'histoire du désir dans laquelle la pulsion de vie et la pulsion de mort deviennent fondamentales. Et depuis quelques années, je travaille Winnicott ou d'autres psychiatres ou pédopsychiatres ou psychologues anglais, Bowlby maintenant, qui pour moi, en tout cas Winnicott, pose ces problèmes, mais à travers la psychanalyse des enfants et de l'objet transitionnel, parce qu'en réalité, ce que Derrida appelle le pharmacone, qui est toute technique est un pharmacone, à mes yeux, je crois que c'était aussi le cas pour Jacques Derrida, eh bien, je pose, c'est le sujet de mon dernier livre d'ailleurs, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, repose sur cette idée qu'en fait, ce qui fait qu'un enfant peut élaborer son désir, produire son désir, le désir qui n'est pas du tout la pulsion, mais au contraire le détournement du but de la pulsion, c'est ça le désir, ne le peut que dans la mesure où il partage avec sa mère, ou disons avec celle ou celui qui fait office de mère, c'est-à-dire celui qui s'en occupe, son éducateur, un objet transitionnel. En 2006, vous avez créé l'association Ars Industrialis. Pour quelle raison, en fait? Est-ce un moyen pour vous de rétablir justement l'influence de la pensée philosophique en politique? Alors en fait, Ars Industrialis, ça s'est fait presque par hasard. C'est pas du tout, d'ailleurs pratiquement rien de ce que j'ai fait, je n'ai voulu le faire de manière délibérée. J'ai fait pas mal de choses dans la vie, des bêtises, des choses moins bêtes que d'autres. J'ai dirigé des institutions comme l'INA, par exemple.
J'ai eu pas mal d'activités comme ça, mais toutes ces choses ont été des fruits du hasard. Ce ne sont pas des choses que j'ai voulu. Je n'ai jamais cherché à faire ce que je faisais. C'est un peu le destin comme ça. Et puis, de temps en temps, je sais ce qui se présentait. Et c'est un peu la même chose avec Ars Industrialis. Autant il y avait eu deux choses très importantes qui s'étaient passées. Premièrement, Richard Durn avait assassiné une partie du conseil municipal dans un accès de meurtrier, de folie meurtrière. Et d'autre part, Jean-Marie Le Pen avait était passé devant Lionel Jospin au premier tour des élections présidentielles françaises. Et j'avais fait cette deuxième conférence à Cerisy-la-Salle dans ce contexte-là. Et j'avais dit, je et nous, c'est en fonction de Richard Durn et de ce qui vient de se passer aux élections que maintenant il faut y réfléchir. Parce qu'il y a des jeux qui souffrent beaucoup, qui disent nous d'une manière également très douloureuse et peut-être un peu dangereuse. La façon dont j'ai parlé de Richard Durn et la manière dont j'ai parlé de mon histoire ne sont pas totalement étrangères. Richard Durn, c'est un passage à l'acte. J'ai écrit un livre qui s'appelle Passer à l'acte sur ma vie à moi. Et j'ai moi-même été, je n'ai pas été un criminel, je n'ai tué personne, mais j'ai été jugé quand même par une cour d'assises. Et j'ai eu la réclusion criminelle, parce que j'étais armé quand j'ai attaqué ces gens. J'ai beaucoup réfléchi sur le passage à l'acte. Mais j'y ai réfléchi aussi d'un point de vue philosophico-politique. Philosophique veut toujours dire pour moi politique. Je ne sépare pas philosophie et politique. Pour moi, la philosophie, c'est la pensée politique. Je me suis mis à m'intéresser beaucoup à la télévision, au marketing. La télévision, je connaissais déjà. J'avais dirigé l'INA pendant 5 ans, donc c'était un sujet. J'avais travaillé pour la télévision, mais là, je m'y étais intéressé de plus en plus philosophiquement. Et j'avais fait un travail d'analyse un petit peu de l'histoire du marketing et aussi du destin de la consommation au début du XXIe siècle. En particulier, j'étais tombé sur, premièrement, un texte d'André Gorz qui mentionnait l'histoire d'Edward Bernays, le neveu de Freud, qui est celui qui est en fait le géniteur des concepts du marketing, des premiers concepts du marketing. Là, je me suis mis à lire Max Weber. Je connaissais un petit peu, mais cette fois-ci, je me suis mis à le lire sérieusement. Et à lire beaucoup de choses, beaucoup de textes sur l'histoire du capitalisme, du proto-capitalisme, etc. Et ça aboutit à un livre qui s'appelle Mécréance et discrédit. Et un jour, j'ai été invité à la Schaubühne de Berlin. Et on m'a posé une question que l'on m'avait déjà posée au moins 10 ou 15 fois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de lutter contre tout ce que vous décrivez dans ce livre? Et là, j'ai dit, écoutez, on pourrait créer une association. C'est comme ça que ça se fait. Et ensuite, je suis rentré à Paris et j'ai appelé mes amis et j'en ai parlé à Caroline, mon épouse, et on s'est réunis et je leur ai expliqué, et je leur ai dit, mais pourquoi on ne créerait pas une association? Et nous avons décidé de créer cette association. Alors, pourquoi est-ce que nous l'avons créée? D'abord pour essayer de penser à plusieurs, et aussi pour une raison quand même assez précise, comme le dit son nom, c'est une association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Nous partagions une analyse que j'avais avancée moi-même dans le colloque de Cerisy pour l'IRCAM, c'est le colloque sur l'organisation du sensible. Nous partagions une conviction, c'était que ce que disait Paul Valéry dans Regard sur le monde actuel en 1939 était exact, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une baisse de la valeur esprit qui est liée à une économie politique qui s'est emparée de la vie de l'esprit et qui dévalorise cette vie de l'esprit. Et notre but, c'était véritablement de créer un lieu de pensée au niveau d'exigence de ce que doit être la pensée, c'est-à-dire absolument rigoureux au sens des canons académiques, mais en même temps, un lieu de pensée qui soit en permanence en discussion avec la société, en particulier à travers les adhérents à l'Ars Industrialis. Ars Industrialis étant une association composée de beaucoup de monde, de toutes sortes d'origines. Ça a bien marché, je crois, parce que ça a donné plusieurs livres, ça a donné de très nombreuses réunions, ça a donné de la notoriété, parce qu'Ars Industrialis est maintenant effectivement connu très loin dans le monde, dans le monde entier.
Et ça a évolué plus récemment vers quelque chose qu'on pourrait appeler ça de la recherche associative. Moi, je crois beaucoup à la nécessité d'inventer de nouvelles façons de faire de la recherche. J'appelle ça plus précisément de la recherche contributive. Et quand 2008 a eu lieu, tout à coup, nous sommes devenus une référence. Parce que tout ce que nous disions dans le manifeste de 2006, finalement, s'est réalisé en 2008. La Tout, crise. absolument tout. Alors, nous avons publié un nouveau manifeste en 2010, 2 ans après 2008, au mois de septembre 2010, où nous avons tiré le bilan de 5 ans d'activité d'Artemis Israelis et de la crise de 2008. Et ce manifeste a beaucoup circulé, cette fois-ci, non pas dans le milieu du web et de je dirais, cette opinion publique, en général plutôt de gauche, qui nous était, je dirais, plutôt favorable, mais dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde universitaire. Je suis allé en Californie il y a un mois, j'ai visité 4 universités californiennes et une 5e université au Texas. Tout le monde connaissait ce manifeste. Et voilà, et d'ailleurs en Californie, on m'a présenté à l'université de Los Angeles en disant, voilà, c'est le fondateur du groupe politique le plus important de France. Voilà. Et j'ai dit, mais non, pas du tout. Nous sommes une toute petite association. Mais si vous voulez, ça a produit un certain effet quand même. À l'intérieur d'Ars Industrialis, il y a 3 ateliers de réflexion cette année, et l'année dernière d'ailleurs, les techniques de soi, les techniques relationnelles et l'économie de la contribution. Alors pourquoi ces 3 axes en particulier ont-ils, je suppose que oui, une visée de transformation en profondeur de la société actuelle? Et est-ce que vous voulez, à travers ces ateliers, aussi arriver à faire des propositions concrètes aux partis politiques en vue des élections présidentielles? D'ailleurs, pas seulement les ateliers, tout ce que nous faisons à Ars Industrialis est orienté vers la volonté de faire des propositions. Nous ne nous satisfaisons pas d'une critique sociale, simplement qu'il faut évidemment faire, hein, nous ne nous en privons pas, mais nous pensons que la critique sociale doit aujourd'hui conduire aussi à des propositions positives. Cela dit, ce ne sont pas des propositions que nous faisons aux partis politiques, ce sont des propositions que nous faisons à l'opinion publique pour qu'elle fasse pression sur les partis politiques. Nous ne voulons pas négocier quoi que ce soit avec les partis politiques. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de disséminer des idées dans la presse, à la radio, à la télévision, ou ailleurs, pour que l'opinion s'empare de ces idées. Ce que j'appelle l'opinion, pour moi, c'est tout ce qui fait que la société civile, ce qu'on appelle la société civile, des gens qui jouent des rôles divers et variés, médecins, juristes, banquiers, instituteurs, femmes de ménage, directeurs du FMI, enfin tous ces gens-là font partie de la société, et bien qu'à un moment donné, ils aient une opinion. Sachant que l'opinion, ça vient de opinare, qui veut dire juger en latin. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'opinion. Un des très grands problèmes de notre société, c'est que l'opinion a été remplacée par l'audience. Parce que l'audience, c'est une marchandise que les médias de masse vendent à des annonceurs publicitaires, et l'audience est incompatible avec l'opinion. Le temps de cerveau disponible ne rend pas le cerveau disponible à juger, mais il le rend disponible à se soumettre à des modèles adaptatifs pour consommer telle marchandise ou adopter tel mode de vie. Nous avons créé le premier atelier sur les techniques de soi. Ces ateliers, nous les avons créés précisément parce que nous pensons qu'il ne suffit pas de faire des réunions publiques, etc., c'est très bien. Nous faisons des séminaires, c'est très bien, mais il faut aussi faire des groupes de travail où les gens discutent entre eux, travaillent vraiment avec la diversité de leur point de vue sur un sujet avec des conditions de travail précises, c'est-à-dire obligation d'étudier des textes, de vraiment discuter dans une démarche qui est une démarche de recherche, même si c'est une recherche qui n'est pas académique. Pourquoi est-ce que nous avons commencé par les techniques de soi? Eh bien parce que nous posons à Ars Industrialis que nous posons plusieurs choses. Premièrement, la philosophie, c'est d'abord une épiméléia, une technétoubiou, comme disaient les stoïciens, c'est-à-dire, et comme le commentait Michel Foucault, des techniques de soi.
La philosophie, c'est d'abord un mode de vie. On en a une approche aujourd'hui théorique, on dit c'est une théorie du monde, etc., ce qui est vrai, bien sûr, mais c'est d'abord une façon de vivre. Socrate, qui est l'origine de la philosophie, il a une façon de vivre, et il est un exemple dans sa façon de vivre. C'est que la vie ne vaut le coup d'être vécue que pour autant qu'on en a un art de vivre. Art de vivre, ça se dit aussi technique de soi en grec. Art, c'est techné. Donc la techné tout bio, c'est l'art de vivre. Et nous pensons que la crise de laquelle nous ne parvenons pas à sortir en ce moment est la crise du consumérisme, c'est la crise d'une société qui a détruit les arts de vivre, tous les savoir-vivre, et qu'il est très important de réapprendre à vivre. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec des techniques de soi dans le contexte de ce que nous appelons les hypomnématas d'aujourd'hui. Pourquoi les hypomnématas? Eh bien parce que quand Foucault analyse la technique de soi du stoïcien, par exemple, il dit que ça se passe dans un contexte de l'écriture, les hypomnématas, qui sont les livres de notes, en quelque sorte les blocs-notes qui servent à écrire des journaux intimes, comme Richard Durand-Otner d'ailleurs, eh bien, ça sert des techniques de soi. Aujourd'hui, les gens qui font des blogs, les gens qui, comme nous, Ars Industrialis, créent des sites internet, ce sont aussi des techniques de soi avec des nouvelles formes d'hypomnémata. Par contre, il faut apprendre à vivre dans un contexte de technologie industrielle qui est devenu extrêmement toxique et c'est possible. Nous avons aussi créé le groupe Économie de la contribution parce qu'un des acquis très importants pour moi personnellement de Ars Industrialis, ça a été de dégager cette théorie d'économie de la contribution. Ça, c'est né d'Ars Industrialis. C'est pas moi qui l'ai engendré, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les gens d'Ars Industrialis, qui a émergé au cours de nos travaux. Et ça a été une formidable acquis. Et je dirais que Ars Industrialis est connu aujourd'hui essentiellement comme l'endroit où on pense l'économie de la contribution. Et ça, c'est connu dans le monde entier. En Chine, les gens savent ça. En Californie également. Dans le groupe Économie de la contribution, ce que nous posons, c'est que ce que nous appelons une technique de soi, ça s'appelle le soin. Hein. J'ai écrit prendre soin, traduit en anglais taking care. Et il se trouve que Madame Aubry s'est mise à parler du care. Bon. Mais nous n'en parlons pas tout à fait dans le même genre qu'elle, parce qu'elle se réfère à ce qu'on appelle l'éthique du care. Et nous pensons que la question du care, ce n'est pas une simple question d'éthique. Nous pensons que c'est une question d'économie. Nous pensons qu'il faut repenser toute l'économie comme un système de soins. C'est pour ça que j'ai fait un séminaire qui s'appelle Économiser signifie prendre soin. Une vraie économie, c'est une économie qui prend soin du monde, qui ne gaspille pas, qui valorise les ressources, qui produit de la négantropie, c'est-à-dire plus d'intelligence, plus de raffinement, plus de force, plus de cohérence. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un stade du capitalisme qui produit de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, de l'incohérence, de l'atomisation, et on n'est pas loin de la guerre civile, il faut être très clair, même de la guerre tout court. On est vraiment tout près de ça. Et nous pensons qu'en économie de la contribution, il y a des propositions effectivement très, très concrètes à faire, extrêmement concrètes. Sur par exemple la fiscalité, on peut élaborer une fiscalité de l'économie de la contribution qui encourage le travail personnel, les techniques de soi justement pour qu'elles deviennent des façons d'inventer des modèles contributifs, par exemple. Et nous avons un troisième groupe qui est sur les technologies relationnelles, qui est animé par Christian Forêt, qui est par ailleurs un ingénieur et un philosophe. Et là, nous travaillons sur les enjeux des technologies relationnelles, de tout ce à quoi sont apparentés ce qu'on appelle les réseaux sociaux, par exemple. Nous pensons que là est en train de se produire une transformation radicale de la relation sociale, que ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe parce que tout ça c'est du pharmacone, c'est-à-dire ça produit autant de toxicité que de cure, que de soins, mais que ça suppose, pour que ce ne soit pas une catastrophe, au contraire bien fait, c'est possible, ça suppose qu'il y ait une politique. En 2010, vous avez fondé l'école de philosophie d'Épineuil-le-Florial. Ce cours philosophique est basé sur la philosophie grecque, celle de Socrate, Platon et Aristote, et destiné aux jeunes lycéens et aux gens de la région. Alors, voulez-vous enseigner la philosophie autrement? Une des raisons, c'est que je crois qu'il faut effectivement réinventer la transmission du savoir, profondément.
Je suis terriblement inquiet. D'ailleurs, il y a un groupe dont vous n'avez pas parlé, qui n'est pas un groupe de travail exactement, mais qui est quand même un groupe important qui travaille dans l'enseignement, qui est un groupe de volonté avec Julien Gauthier et Scolet.fr sur l'école. Et nous publions un livre sur ce sujet bientôt. La première raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette école, c'est que nous pensons qu'il faut réinventer l'école, purement et simplement. Ni plus ni moins que cela. Et que par ailleurs, il faut réinventer l'école en tant qu'une école. Au départ, c'est une école de... Enfin, l'école est née en Grèce, et en Grèce, il y a ce qu'on appelle les écoles de philosophie. Qu'est-ce que sont les écoles de philosophie? Bien précisément, ce sont des lieux de technique de soi. Les écoles de philosophie se distinguent par des manières de vivre différentes. On ne vit pas de la même manière chez les stoïciens, chez les épicuriens, etc. Et les socratiques, ceux qu'on appelle les socratiques, c'est-à-dire les disciples de Socrate, il n'y a pas eu que Platon, il y en a eu beaucoup d'autres, ont créé des écoles différentes avec des modes de vie différents. Une troisième raison pour laquelle nous avons créé cette école, c'est parce qu'il y a maintenant 3 ans, je crois, nous avons fait une séance à Arsène sur la question des territoires. Et nous avons dit, dans cette séance au Théâtre de la Colline, que nous considérions qu'il devenait stratégique, fondamental en politique de se remettre à penser les territoires et la territorialisation. Et donc c'est pour eux que nous avons créé cela, tout en créant, parallèlement à ce cours de philosophie grecque, un séminaire de recherche doctorale qui se tient en même temps, parallèlement à ce cours, mais qui n'est pas public, lui, parce que le cours dont je suis en train de parler sur la philosophie grecque est public, tout le monde peut y accéder, soit sur place, il y a des gens qui viennent de loin pour y accéder, soit en ligne, puisqu'il est sur le site de pharmacon.fr. Le séminaire, lui, en revanche, il n'est suivi que par 12 étudiants, parce qu'il n'est pas, c'est un séminaire que j'appelle ésotérique, au sens où Platon parlait d'enseignement ésotérique. Je pense qu'une école de philosophie doit être articulée sur une activité philosophique. L'activité philosophique, c'est une activité de recherche. Un philosophe, ça travaille, hein, ça cherche à élargir le champ des concepts avec lesquels ça essaye de penser le monde. Ce travail-là ne peut être que collectif. C'est ce que disait Platon, ce que disait plutôt Aristote à Platon, lorsqu'il disait qu'il faut dialoguer. Et ce n'est que dans le dialogue qu'on peut vraiment penser. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Socrate, la recherche est devenue multidisciplinaire. Il y a des géomètres, il y a des astronomes, il y a des médecins, il y a des psychiatres, il y a des géographes, il y a des économistes, il y a des démographes, il y a des linguistes. Il faut essayer de commencer à penser autrement et de manière transdisciplinaire. Et cette école doctorale que j'ai menée, que j'ai mise en œuvre, qui est une école de philosophie, en même temps s'intéresse à d'autres sujets que la philosophie. Elle passe par d'autres disciplines. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est en fait de créer une petite activité de recherche contributive. Si vous voulez, pour le dire autrement, je pense qu'une école de philosophie doit être articulée sur une activité philosophique. L'activité philosophique, c'est une activité de recherche. Un philosophe, ça travaille, hein, ça cherche à élargir le champ des concepts avec lesquels ça essaye de penser le monde. Au sein d'Ars Industrialis, nous pensons que l'évolution d'Ars Industrialis, c'est de devenir progressivement un lieu de recherche contributive. Et de recherche au sens rigoureux du terme. Nous ne voulons pas qu'Ars Industrialis devienne une université populaire. Nous voulons que ça devienne un lieu où on pense l'universel, donc de ce point de vue-là, un lieu universitaire si vous voulez, parce que c'est ça que veut dire universitaire quand même au départ, mais en essayant en tout cas de se mettre au niveau d'exigence de ce que sont les grandes universités. Pouvez-vous expliquer un peu ce que c'est, d'après vous, le pharmacon, la philosophie du pharmacon? Platon, dans ce récit, qui est un récit rapporté, dit que l'écriture est à la fois un poison et un remède. Un remède parce qu'elle permet d'élargir la mémoire, et notre mémoire d'être vivant est une mémoire finie, et donc qui se perd, y compris lorsque nous mourrons, tout s'efface. Donc le fait de pouvoir garder la mémoire écrite, ce qui nous permet de lire Platon, c'est l'écriture de la mémoire, par exemple. Selon Socrate, l'écriture est devenue quelque chose qui empêche de penser, au lieu d'élargir les possibilités de penser.
pour moi, la technique en général est pharmacologique. Et je considère que ce qu'on appelle l'être humain est en fait une forme de vie pharmacologique. Nous sommes condamnés au pharmacone, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas sortir du pharmacone. Et du coup, aujourd'hui, je considère que le rôle de la philosophie, c'est d'arriver à penser pharmacologiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de sortir du pharmacone, que jamais on n'arrivera à éliminer les poisons, mais en revanche, qu'il est possible de prescrire des usages du pharmacone pour faire en sorte qu'il soit le moins toxique possible, voire pas toxique du tout. Alors ça, c'est pas très loin de ce que disait Platon lorsqu'il parlait d'une médecine de l'âme, puisqu'un médecin, c'est quelqu'un qui vous apprend à utiliser les médicaments intelligemment, en tout cas un bon médecin. Il y en a de moins en moins. Mais il y a encore de bons médecins. Et les bons médecins, ce sont ceux qui, comme vous le savez, ne prescrivent pas de médicaments, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Mais qui prescrivent des hygiènes. Et qu'est-ce qu'une hygiène? C'est une technique de soin. C'est-à-dire que c'est encore un pharmacone, la technique de soin. Si on réfléchit à Fukushima, à la conséquence d'un certain nombre de catastrophes qui ont eu lieu ces derniers temps, nous sommes dans une situation pharmacologique. Si vous lisez le grand discours de Paul Valéry au sortir de la Première Guerre mondiale, là où il dit tant d'horreur, c'est-à-dire tant de destruction guerrière n'aurait pas été possible sans tant de vertu, c'est-à-dire sans la science et la morale occidentale, eh bien vous êtes confronté à une question pharmacologique. Et en fait, aujourd'hui, le monde entier est en train de se dire, mais est-ce que tout ça, que nous pensions être quelque chose de bon, par exemple la physique nucléaire, etc., n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. En revanche, il est indispensable de repenser pharmacologiquement la science, la politique, l'économie, pour essayer de faire en sorte que, eh bien, parce que là la question c'est l'économie politique, l'exploitation de la physique nucléaire par les actionnaires de TEPCO ne conduise pas à la catastrophe de Fukushima et à d'autres catastrophes. C'est ça le sujet de la pharmacologie. Maintenant, ça peut être étonnant pour certains, je dis bien, de parler de Socrate à notre époque. Pourquoi notre époque peut-elle encore s'inspirer de Socrate et de la philosophie grecque? Je pense que nous sommes, au début du XXe siècle, XXIe siècle, parvenus au terme d'un processus qui a commencé à l'époque des Grecs. Et que si nous voulons être capables d'ouvrir une nouvelle époque, ce qui est loin d'être gagné, il faut que nous soyons capables de sortir de cette époque-là. Et la seule possibilité que nous ayons de sortir de cette époque-là, de la dépasser, c'est d'aller au début de ce qui est à l'origine de cette époque-là. Or, l'origine, c'est Socrate. C'est Socrate, et plus précisément, c'est Socrate tel qu'il donne naissance à Platon. Platon qui lui-même ouvre la question du pharmacone, ce que je disais tout à l'heure, mais qui la referme. Parce que là, je partage beaucoup avec Heidegger, Derrida et un certain nombre d'autres, Deleuze, l'idée que de Platon jusqu'à Heidegger pratiquement, pour moi et pour Derrida et pour Deleuze, Heidegger inclus, la philosophie est devenue ce qu'on appelle une métaphysique en un sens qui est, à certains égards au moins, péjoratif. Péjoratif est peut-être un mot d'ailleurs qui n'est pas tout à fait approprié, mais enfin en tout cas un sens qui a une connotation assez négative. Sens qui apparaît d'ailleurs dans certaines propositions d'Emmanuel Kant. Platon a refermé le dossier du pharmacone et à un moment donné, en tout cas c'est la thèse que je développe sur la philosophie, a refusé d'entendre parler de la condition pharmacologique. Pour moi, Platon tourne une page. C'est la page de ce que j'appelle la société tragique. Socrate, c'est encore un tragique, c'est-à-dire que c'est un être qui vit encore dans une société où le dieu qui domine, c'est Prométhée, n'est pas Zeus. Le dieu auquel on sacrifie, ou à cause duquel on sacrifie à Zeus, c'est Prométhée. Comme l'a bien montré Jean-Pierre Vernant, Prométhée, c'est-à-dire le dieu de la technique, est le noyau de la piété des tragiques grecs. Avec Platon, ça va changer, parce que Platon, qui est à l'origine du discours de l'immortalité de l'âme, de l'opposition de l'âme et du corps, etc., va faire de la technique quelque chose, un pur moyen, si je puis dire, et va en faire une dimension purement accidentelle de l'existence. Et ça va être à l'origine d'une opposition entre la technique d'un côté et la science de l'autre, qui est à mon avis illicite.
parce que, ou disons plutôt illégitime, parce que la science est constituée par la technique de l'écriture, par les hypomnématas dont je parlais tout à l'heure. Et donc on ne peut pas réduire comme ça le logos à une pure logique dénuée de technicité. Et ça, il vaut mieux le savoir. La crise des subprimes, la défense que Alan Greenspan a faite devant la Chambre des représentants à Washington, lorsqu'on lui a demandé mais comment se fait-il que vous avez pu être complice de tout cela en tant que président de la Réserve fédérale, ça a été de dire je ne comprenais rien. Je n'y comprenais rien, ça m'avait totalement échappé. Et en fait, si ça a pu lui échapper totalement, et si les mathématiques financières ont pu se développer et faire que ça a conduit à cette folie, ce n'est pas parce que tout à coup, de manière accidentelle, le savoir économique s'est mis à passer par des technologies. Non, c'est parce qu'il y a toujours de la technologie dans le savoir. Et il vaut mieux savoir qu'il y en a toujours. Parce qu'à ce moment-là, on a la capacité à faire une critique pharmacologique du savoir avec lequel on travaille, qui peut par exemple donner les subprimes ou Fukushima. Donc c'est ça l'enjeu d'une pharmacologie. Socrate, à l'époque, a fustigé les sophistes, ceux qui prétendaient tout savoir et qui marchandaient leur savoir. D'après vous, quels sont les sophistes d'aujourd'hui? La sophistique la plus évidente, la plus intelligente d'ailleurs, et la plus dangereuse, c'est le marketing. Dans les écoles de marketing, d'ailleurs dans mon cours à l'université, à l'école d'Illinois, j'ai un prof de marketing qui est extrêmement intéressant et intelligent, qui essaye de faire un nouveau marketing, un marketing critique. Parce qu'il y a des gens très bien dans le marketing. Mais comme il y avait des gens très très bien dans les sophistes, le meilleur ami de Socrate s'appelait Protagoras, c'était un sophiste. Donc c'est compliqué. Il y avait des gens, et la sophistique, comme l'a montré Aristote, puis beaucoup d'autres derrière, jusqu'à Barbara Cassin à notre époque, c'est aussi un champ de pensée. Il y a beaucoup de choses à penser avec la sophistique malgré tout. Donc le marketing, oui, c'est lui qui aujourd'hui met en œuvre les techniques de manipulation des esprits, parce que c'est ça la sophistique, selon Socrate. Aujourd'hui c'est le marketing. Il n'y a pas que le marketing malheureusement. Enfin c'est quand même essentiellement le marketing, la publicité et les industries culturelles, disons quoi. Est-ce que vous vous retrouvez dans certains philosophes contemporains, d'après vous? Est-ce qu'il y en a comme vous qui veulent changer la société en profondeur? Autrement dit, est-ce que vous en reconnaissez certains? J'en connais de plus jeunes que moi, qui sont un peu moins connus parce qu'ils sont plus jeunes, mais avec lesquels je travaille, comme Jean-Hugues Barthélemy par exemple, qui est un des membres d'Ars Industrialis depuis l'origine. J'en connais d'autres à l'étranger. Ce week-end, j'étais avec quelqu'un qui enseigne à Los Angeles, qui est un jeune philosophe aussi. Oui, j'en connais beaucoup qui ne sont pas très connus encore, mais qui ce sont eux-là qui représentent l'avenir. Pour moi, c'est évident. Celui dont je me sentirais le plus proche, c'est Alain Badiou. En même temps, je me sens le plus proche, mais il est aussi éloigné pour moi quand même que Cyrus. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que moi je pense que Alain Badiou, c'est un philosophe important, qui a une grande, très très grande intelligence de la philosophie. Mais nous avons un certain nombre de points de divergence fondamentaux, d'abord sur Platon, sur la technique, et aussi sur l'économie politique qu'il a totalement abandonnée puisqu'il se réclame de Marx, mais je n'ai jamais entendu parler d'économie. Donc je me demande vraiment comment on peut se revendiquer de un tel héritage, ou de ce qu'il appelle lui le communisme, en ayant totalement renoncé à la critique de l'économie politique. En revanche, je l'ai dit d'ailleurs hier dans mon dernier cours, son texte sur l'éloge de l'amour, je pense que c'est un très beau livre. Il y a quelques très beaux livres de Badiou, et Badiou c'est quelqu'un qui compte. Voilà.